Escale de Jeanne du 10 mars 2023. Rosie a 90 ans, mais ne s'en souvient pas. D'ailleurs, depuis quelque temps, elle en a 62. La mémoire en naufrage, elle ne peut plus se raconter. Alors, c'est sa fille qui prend la parole pour la retrouver, fixer des instants de vie, évoquer la relation fusionnelle qui les lie, l'inversion progressive des rôles, et ce qu'il reste d'humour et d'amour, malgré la réalité brutale de l'effacement de soi. Aujourd'hui, je rencontre Taëlle Bost, qui a écrit un livre merveilleux, La mer à côté, aux éditions Anne Carrière. Et cette escale, remise 2 fois, est une double peine. Pour Taëlle Bost, mon invitée, et pour moi. Rosie, entre-temps, fantasque comme toujours, nous a fait le coup de s'absenter pour toujours il y a peu de temps, en janvier. Taëlle, bonjour. Bonjour Jeanne. Ce départ définitif de Rosie, c'est comment, après tout ce temps, en absence et d'absence, Rosie? C'est encore plus dur que je pensais. En fait, ce départ, c'est un vide très profond. En même temps, je m'y attendais. Je savais que c'est ce qui m'arriverait. Et c'est à la fois chargé de tous les souvenirs que j'aurais construits et le fait d'avoir pu capturer aussi un peu de sa vie dans ce livre. Donc, c'est un mélange de ces 2 émotions. Votre maman a toujours été fantasque, originale. Quand se rend-on compte que certaines choses ne sont plus du fantasque, ni de l'original, mais des alertes? On met un certain temps. Je pense qu'au début, on est dans le déni complet. Oui. Donc, on met ça sur le compte du caractère habituel. Oui. Et puis, il y a la répétition. Il y a les autres aussi qui commencent à alerter sur le changement d'habitude. Et on se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'elle répète qui ne sont plus normales et vraiment plus de l'ordre du fantasque. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et vous décidez d'aller voir un spécialiste? Alors, on n'a pas vraiment décidé d'aller voir un spécialiste, mais surtout de la placer en sécurité. Oui, justement. Dans un EHPAD, en fait, où elle pouvait être entourée, parce qu'elle fuguait beaucoup. Elle promenait son chien, et elle le promenait 15-20 fois par jour, nuit. Donc, il n'y a plus de distinction de jour et de nuit, et ça finissait par la mettre en danger, quoi. Oui. Je dirais que pour la sécurité de l'autre, on l'aide à être dans un endroit plus sécurisé pour lui. Il y a un temps où on commence à continuer les phrases, il y a un temps où il y a aussi, on lui confisque des choses, les clés, la voiture. C'est un dépouillement de l'autre, le mot est dur, pardon, et absolument pas contre vous, pour sa propre sécurité. Mais c'est difficile aussi parce que l'autre garde un peu ses souvenirs, et vous aussi. Et alors, c'est la culpabilité, en fait, elle va être là tout le temps. C'est-à-dire qu'on se sent coupable d'avoir à enlever ça et d'avoir à être la personne, avec ma sœur c'était le cas, d'avoir à être les personnes qui vont avoir ce rôle et cette responsabilité. Donc il faut faire avec cette culpabilité. Et puis maman, elle avait un côté, ce que je ne sais pas, je l'invente. Oui. Et donc j'ai commencé à inventer un peu des excuses, un univers pour elle, pour éviter qu'elle ait trop de stress par rapport à ça. Et donc on a un peu fait semblant pendant toutes ces années où la tête, c'était plus vraiment ça, comme elle disait. Et puis vient la décision de mettre Rosie en sécurité. Quand la décision a été prise, qu'est-ce qu'elle a fait, Rosie? Elle a accepté facilement, elle a compris? Oui, je pense qu'elle avait déjà lâché prise sur certaines choses au début. Alors ça avait commencé il y a longtemps, je faisais des courses, un peu de ménage, donc elle avait petit à petit... cédé. Ouais. Je crois que le plus dur, ça a été la propreté. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte, dans l'endroit où elle se trouvait, qu'elle se lavait plus beaucoup, je parle pas d'une douche tous les jours, mais vraiment de ce rituel. Ce passage à c'est moi qui lui donne sa douche, comme elle me donnait mon bain quand j'étais petite. Je crois que ça a été l'aspect le plus dur pour elle, qui était assez pudique, en fait, de renoncer à ça. Donc là encore, on l'a fait à grand renfort de pudeur. Je me mettais de dos, elle était de dos par rapport à moi. Je regardais pas trop. On jouait aussi. C'est-à-dire que j'essayais d'apporter de la légèreté à ces renoncements, quoi. Oui.
Votre maman était très drôle, elle avait beaucoup d'humour, il faut lire le livre, vraiment c'est plein d'humour, c'est une maman très originale, était allemande aussi je crois. Oui. Voilà. Alors quelques petites histoires comme ça de l'humour de Rosie, parce qu'il continuera l'humour tout au long de sa vie. Oui, alors oui, voilà. J'en ai des dizaines, hein, mais maman elle a épousé Paris. Oui. Autant que mon père. C'est vraiment, elle était issue d'une famille de 4 filles et ma grand-mère parlait très bien français, elle habitait à côté de Metz. Et ma grand-mère, c'était son rêve d'être française. Donc en fait, 3 de ses filles sont mariées à des Français et une à un luxembourgeois. Donc personne n'est resté en Allemagne. Et oui, maman, elle n'est pas allée très longtemps à l'école. Voilà, donc c'était quelqu'un qui, par l'humour, avait une véritable armure. Oui. Des gens se retranchent dans le côté peut-être hautain ou distant. Elle, c'était l'humour. Et donc, ce qu'elle ne savait pas, elle l'inventait. Donc, elle inventait des mots, elle confondait des mots. Donc, je me rappelle qu'elle avait rencontré un attaché de presse. Elle nous avait raconté qu'elle avait rencontré un attaché caïs. Enfin, voilà, ce genre de mots valises qui font tout le... On ne s'en rend pas compte, en fait, au début, quand on est petit. Et puis après, on se rend compte que ça fait rire les autres. Donc, par miroir, ça fait beaucoup rire aussi. Et puis, c'était quelqu'un qui était capable d'une grande liberté. Donc, c'est étonnant parce qu'elle était née en 31. Donc, quand même une génération de femmes pas du tout libérée du tout. Mais les phrases qu'elle m'a dites le plus, c'est « sois indépendante ». Donc, quelque part, il y avait, je pense, une aspiration... elle, à avoir cette sortie du carcan dans lequel elle était enfermée, que ce soit le fait d'être mariée, d'avoir une vie quelque part normée. Et très tôt, je pense que cet esprit de liberté que moi j'ai, je lui dois en grande partie, et je pense que ma sœur aussi. Il y a vraiment un lien de continuité dans les femmes de la famille qui vient d'elle, quoi. Et je crois que vous avez souffert justement face à cette femme libre qui aimait cette liberté et... malgré tout, il fallait la mettre en sécurité. Oui, au début, ça m'a mise en colère, mais je pense que c'est je me rendais pas compte que c'était la maladie qui faisait ça. C'est-à-dire, je pensais que c'était encore son esprit rebelle qui lui disait non, mais je veux pas. Donc, ça m'a beaucoup mise en colère. Et un jour, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas de sa faute, en fait, que c'était la maladie qui la rendait comme ça. Incapable de répondre de ses actes. Comme si son univers se rétrécissait. Oui. Et donc il faut trouver des soupapes de sécurité, mais un peu comme avec des enfants finalement, où on va chercher à dire ça c'est la liberté qu'on se garde, donc mettre l'accent sur les libertés qui restent plutôt que celles qu'on n'a plus, quoi. Vous confiez, on ne quitte jamais l'enfance. On s'en persuade pour se donner une certaine contenance. Quand l'âge a décidé de nous rattraper, on y retourne bien vite. Vous avez vécu ça avec votre mère? Oh oui, je pense vraiment que c'est ce qu'elle a vécu et ça m'arrangeait bien aussi, moi, dans les moments où j'étais avec elle, d'être dans cet univers, cette île enchantée, hein, c'est vraiment Casimir et l'île enchantée, un espace à part hors du temps. C'est-à-dire que on coupait la notion du temps et vraiment le temps que je passais avec elle, c'était hors du passé, du futur, de tout ce qu'il pouvait y avoir. On était vraiment dans le moment présent. Pour moi, c'est une zone blanche. C'est comme une zone blanche, ce temps-là, parce qu'on le voit dans votre livre. Cette inversion des rôles, et en même temps, ce temps avec elle, où il y a un mélange des temps. Hier, aujourd'hui, demain n'existe plus, ou du moins pour elle. C'est un temps d'arrêt, et comme une zone blanche, où on n'a plus de relais, de rien. Et à toutes les deux, vous en faisiez quelque chose. Je pense que ça oblige à revoir ses priorités. Oui. Cette zone blanche où il n'y a plus les repères habituels, voilà, les choses se font comme ça, dans ce rythme-là, dans ce temps-là. Donc ouais, ça crée, ça oblige à réinventer une vie et à réinventer un présent, à être vraiment dans ce temps présent. Vous avez des mots magnifiques, ils sont terribles mais magnifiques. Parce qu'au fond, tu continues à rêver à l'amour, pendant que le corps et le cerveau orchestrent leur propre apocalypse au ralenti. C'est l'apocalypse en marche, c'est ça, Gaëlle? Oui, et je pense que c'est aussi très vrai pour les femmes. Oui. C'est-à-dire que la femme vieille n'est plus une femme. On n'imagine pas qu'elle puisse avoir encore envie d'aimer, d'être aimée, d'être admirée, d'être complimentée. Il y a vraiment cet effacement
à la fois des libertés et en particulier de ce qui fait le plaisir, d'avoir des relations d'amour et pas simplement des relations amicales ou d'affection, quoi. Je crois que la société est restée très conservatrice sur l'âge des femmes et l'amour. Oui. Et oui. Et alors, je suis très contente parce que par moments, je vois des histoires d'amour, notamment dans l'EHPAD, se créer. Alors, la particularité de la maladie d'Alzheimer, c'est que les gens déambulent beaucoup. Donc, on ne les retrouve pas toujours à l'endroit où ils devraient être. Et on voit apparaître des histoires d'amour comme ça entre deux personnes un peu perdues dans leur myopie et dans leur flou, mais qui s'installent dans la chambre de l'un ou de l'autre et qui vivent une histoire d'amour à leur façon. Donc, je trouve c'est beau ce côté qui ne cède pas. Ouais. C'est magnifique. Vous parlez aussi de vous dans l'histoire de Rosie, parce qu'en parlant de Rosie, en revenant dans le passé, dans le présent, c'est l'histoire de Taël aussi, de votre sœur aussi. Vous dites, sans le savoir, en devenant mère, en apprenant les gestes, en apprenant l'attention, en apprenant l'amour, j'ai aussi appris à devenir la mère de ma mère. C'est terrible. On n'est pas du tout préparé à ça. Oui. Rien ne me prépare à ça. Non. Et même quand on y est préparé, quand on le vit, c'est très très différent d'avoir théorisé la chose et de le vivre réellement. Et c'est une double peine aussi quand la personne part, puisque maman est partie il y a quelques semaines. On fait le deuil de la mère et de la fille. Oui. Et de la petite fille. Et je pense que c'est encore plus dur que ce à quoi je m'attendais. Ma façon de lutter contre ça, on y reviendra sûrement plus tard, mais c'est de garder en mémoire et de parler, c'est-à-dire de ne pas taire tout ça, et de vraiment, à la fois parce que ça fait valeur de témoignage et d'aide, si ça peut aider d'autres personnes aussi à appréhender ces choses-là, mais aussi parce que pour moi, justement, je ne veux pas qu'elle soit oubliée, je ne veux pas moi l'oublier, et je ne veux pas que son entourage proche l'oublie. Donc il y a une forme de continuer la lutte au-delà de sa mort. Et c'est votre enfance que vous gardez aussi au plus près de vous, parce que quelque part, vous êtes reparti dans cette enfance, vous aussi. Complètement. Complètement, oui, on ne veut pas grandir. Hein. Moi, je ne veux pas devenir adulte. La cavalcade de la maladie, parce que quand même c'est une maladie de l'oubli, c'est terrible. Vous dites, tu as atteint un point de non-retour, je ne peux plus avancer avec toi. Je te regarde t'éloigner lentement, mesurant la chance de t'avoir connu, eu pour maman, complice, modèle qui ouvre la route. Et vous avez cette phrase très belle, petite anonyme au grand cœur. Et oui, ouais. Je voudrais retenir en fait de tout ça que j'ai eu la chance quelque part de me concentrer sur la beauté et sur la beauté de la relation et sur sur l'amour qu'on se portait l'une et l'autre, et aussi avec ma sœur. Et quelque part, c'est une chance. En fait, cette maladie, c'est pas qu'une expérience terrible, parce que il y a plein de gens finalement qui restent sur des rancœurs, qui sont sur des non-dits, des histoires de famille qui peuvent remonter à parfois très longtemps. Et c'est un cadeau, même s'il est terrible à porter, de pouvoir avoir pris ce temps-là quand même, de se concentrer sur l'essentiel de la relation. Vous dites aussi, aujourd'hui nous n'allons plus faire de shopping et boire un verre en terrasse. J'invite ceux qui nous écoutent à lire le livre, parce qu'il y a tout ce passé, le manège, quand on vous a perdu, voilà, il y a toute une aventure, mais qui est à l'envers maintenant. Vous dites, c'est moi qui te surveille quand tu sors pour ne pas avoir à te retrouver près d'un manège. C'est moi qui t'offre des glaces. Tu t'accroches autant que tu peux. Chaque jour, les souvenirs se délitent, un nom que tu ne connais plus. Et là, vous parlez de l'extincteur qui est devenu rouge. Sa fonction première a disparu. Le vocabulaire est réduit à une part tellement congrue qu'il faut réinventer un autre langage. Et la musique a été vraiment très très présente sur les dernières années. Parce que l'automatisme des paroles qu'on connaît par cœur fait revenir ce vocabulaire. Enfin, c'est vraiment quelque chose... je pense que c'est important, je trouve, pour les personnes qui sont confrontées à ça avec leurs proches. Écouter des chansons ensemble, c'est un plaisir très simple mais très apaisant pour l'une comme pour l'autre. Et c'est un autre langage, une autre forme de communication qui se crée.
Et la langue première, la langue de l'enfance, la langue natale revient, parce que bien sûr elle parlait le français et tout ça, mais elle chantait des comptines en allemand. Exact. Et vous connaissiez ces comptines? Je les connaissais, mes nièces les connaissent, mon fils les connaît. Voilà. Pour Rosie. Oui. Ensing klein geht allein in die weite Welt hinein. Papa, Mama weinen sehr, haben nun kein Hänschen mehr. Hänschen klein geht allein in die weite Welt hinein. Merci. Je suis sûre qu'elle serait heureuse de vous entendre. Je pense ça. Ce constat aussi d'une grande poésie, parce que ce livre contient beaucoup de poésie. Ce n'est pas un livre triste, c'est un livre d'accompagnement et de témoignage. On témoigne de sa propre vie, de la vie de sa mère dans la sienne, enfin, tout est embriqué, en quelque sorte. Vous dites, j'en suis arrivée à la conclusion que cette maladie est une parade trouvée par ceux qui ont peur de mourir pour ne plus avoir à regarder la mort en face. Il n'y a que quand on est enfant qu'on est éternel. Et vous continuez, je te souris pour ne pas pleurer. Cette parade, vous l'avez inventée pour vous complètement. Complètement. Je pense que... C'est votre légende. J'ai réalisé, quand elle est vraiment partie, il y a quelques semaines, que c'était presque plus pour moi que pour elle. Parce que finalement, je ne pense pas qu'elle se rendait compte du fait de la maladie. C'était un jour sans fin. Hein, c'est un peu le film avec Bill Murray. Donc oui, c'est clairement pour moi, et c'est aussi pour moi que j'ai écrit le livre, ce besoin de ne pas laisser le sable se filer entre les doigts. Alors, il est d'usage dans l'escale de Jeanne de faire des questions-réponses sous forme de ping-pong. Vous avez le droit à une phrase. Si je dis lac, je dirais que c'est ma Madeleine de Proust. Manège. Perdu. La mère de sa mère. Le cycle de la vie. Les chaussures allemandes de votre mère. Les plus admirées de l'EHPAD. Une chanson, un texte, comme à l'usage. Alors, si je devais citer la chanson qui nous a le plus représenté sur les dernières années, c'est La vie en rose d'Édith Piaf, qu'elle fredonnait et dont elle se souvenait absolument des paroles alors qu'elle n'était plus capable de faire une phrase complète. Donc cette chanson-là, et je vous lis un passage, c'est ça ? Oui, je veux bien. Parfait. Alors peut-être que je peux juste expliquer que les chapitres sont d'abord construits avec un souvenir d'enfance, puis je reviens dans le présent, donc c'est vraiment un voyage dans la mémoire. Je pars. C'est décidé. J'en ai plus qu'assez de cette famille qui ne me comprend pas. Tu assistes stoïque à ma colère d'enfant. Je prends ma petite valise et y dépose des culottes propres, du PQ, celui que tu glisses toujours dans mes poches pour l'école au cas où, mon pull moche que tu as tricoraté, et des pommes. Les pommes, c'est la vie. Je peux tenir des semaines entières avec quelques pommes. Je pense aller à la DAS. Normalement, ils s'occupent des enfants, sans parents, mais ils devraient pouvoir faire une exception pour moi si je leur dis que j'ai abandonné les miens. Tu écoutes mon discours sans m'interrompre. À force de me demander de ranger ma chambre, il fallait bien que cela éclate entre nous. Cette vie d'enfer que tu me fais mener n'est plus supportable. Adieu. Tu me proposes de déjeuner avec toi avant de partir. On dirait que le fluide que tu as avec les animaux fonctionne aussi sur moi. J'accepte, je capitule et renonce à mon voyage. Vous partez en voyage ? Oui, je pars chez ma fille. Vous serez absente longtemps ? Oui, 12 culottes. Bonne journée, cher voisin. Tu voyages plutôt dans ta mémoire depuis quelque temps. Tu mélanges allègrement les époques, les noms, les liens. Une fille devient une sœur qui devient une mère qui redevient vivante. Tu me parles de ton enfance et me demandes si je me souviens. Tu dis ton père, mais tu parles de lui comme si c'était le tien. Je t'appelle pour te prévenir que je viens déjeuner et te demande si tu es contente de me voir. Bien sûr, je suis quand même ta fille. Il y a quelques semaines encore, tu le disais en plaisantant. Ce matin, tu doutes de ta réponse, sentant l'étrangeté de la situation, sans bien saisir ce qui cloche. Je pense à la chanson.
tu t'en vas. Comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu me manques déjà, tu es dans une version Schrödinger de la vie, là et pas là tout à la fois. C'est très beau et j'imagine que ça vous touche beaucoup de relire tout ça. Oui, Est-ce qu'il vous arrive de relire votre livre J'évite ces dernières semaines, mais en même temps je pense que c'est un vrai... C'est un cadeau précieux de la vie d'avoir pu éditer ce livre avant qu'elle disparaisse. Oui. Et je le prends comme tel. C'est une thérapie ce livre pour vous? Alors pas dans l'écriture, j'ai vraiment envie de faire un objet de littérature et j'espère que c'est comme ça qu'il est perçu aussi parce que... C'est un très beau livre au point de vue écriture aussi, c'est très poétique, c'est très fort. J'avais envie vraiment, par la littérature de rendre cet hommage-là. Mais évidemment, c'est une thérapie aussi sur ce fameux temps qui passe et ce temps retrouvé aujourd'hui. Donc je ne sais pas forcément très bien que faire et que je consacre beaucoup à du temps d'écriture. Alors moi, je vais vous donner une phrase maintenant. Le canapé qui fait dormir est bleu. Et vous, Taëlle, vos bleus échymoses qui au contraire vous empêchent de dormir, quels sont-ils aujourd'hui? Beaucoup de culpabilité parce qu'on estime qu'on n'en fait jamais assez. Enfin moi en tout cas j'ai estimé que j'en avais jamais fait assez. Donc il a fallu que je lutte contre ça. Par contre étrangement je dors mieux depuis qu'elle est partie parce que vous n'êtes plus en alerte. Ouais, j'ai plus le téléphone qui peut sonner à n'importe quel moment du jour et de la nuit pour m'annoncer une catastrophe qui est malheureusement arrivée une nuit de janvier. Oui. Et justement, que devient-on une fois que votre maman est partie, le temps à retrouver, comme on a dit, comment on fait face à ce temps? Parce que c'est très intéressant, c'est pas une question d'intéressant, c'est une question que c'est très humain de se poser la question de ce vide. Parce que vous avez un vide. Comment on fait face à ça? Parce qu'on n'est pas accompagné. C'est le malade qui était accompagné, à la rigueur, mais pas vous. Alors il y a tout le temps des obsèques qui est très rempli finalement, tout ce temps administratif. Mais après quand on est seul, c'est fini, on revient à la maison, la vie reprend normalement. Après je pense qu'il y a vraiment laissé le temps faire les choses. C'est très... J'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est vraiment ce que je ressens dans le fait que au début on va pas bien et il y a un pli d'aller la voir tout le temps et de m'occuper beaucoup d'elle, donc ce pli il a du mal à partir. On a beau passer le fer à repasser dessus, il est là, donc il y a des réflexes. Il faut apprivoiser le fait de se dire il faut que j'aille voir maman, et non, elle n'est plus là, donc enlever toutes ces habitudes de vie. Et puis justement se dire qu'est-ce que j'en fais maintenant en sa mémoire et qu'est-ce qui aurait eu de l'importance pour elle et générer de la fierté. Bon, personnellement, je me suis remise à écrire depuis quelques temps. Est-ce que, et le mot est totalement doux, est-ce qu'on éprouve quand même, non pas sa mort bien sûr, mais un soulagement? C'est-à-dire, on a le temps de ne plus sursauter pour tout, quoi. Parce qu'on était en alerte quand même. Mais clairement, alors c'est difficile à dire en fait. C'est difficile à dire. Et on culpabilise au mot soulagement? Oui. Parce que moi, je culpabilise même à l'idée de l'oublier. Et donc, il faut dompter tout ça. Mais c'est des sentiments qui ne sont pas très constructifs. Et maman, elle n'était jamais ni dans la colère, ni dans beaucoup de tristesse. Peut-être de la mélancolie, mais en tout cas pas des sentiments qui sont improductifs, entre guillemets, qui ne génèrent pas de choses qui font avancer. Donc, c'est... On a du mal à accepter le mot, on est soulagé. C'est ça. Terrible. Et peut-être plutôt que soulagement, d'utiliser le terme renaître à une nouvelle forme de vie. Oui, parce que vous avez mis quand même un peu de votre vie entre parenthèses. Un peu beaucoup, oui. Un peu beaucoup, votre sœur aussi. Oui, on était constamment tout tourné autour de cette organisation. Votre vie de famille aussi, vous avez un fils, vous êtes mariés, votre travail, parce que vous avez quand même un travail aussi. Oui, alors ma sœur n'habite pas dans la même ville, donc elle venait à des rythmes différents, on alternait. Et moi j'y allais soit sur l'heure du déjeuner, soit le soir, mais il n'y avait quasiment pas de journée où je ne passais pas la voir, donc c'était
une gestion, mais je pense que beaucoup de femmes connaissent ça aujourd'hui, une gestion d'un emploi du temps chronométré avec de telle heure à telle heure je travaille, on silote beaucoup, de telle heure à telle heure je vois maman, de telle heure à telle heure je m'occupe de ça. Sur le long terme, c'est épuisant en fait d'être toujours dans un emploi du temps de ministre, comme on peut le dire, mais on en rigole beaucoup de ça, mais c'est une vraie charge et je pense à beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui remplissent ce rôle-là évidemment. C'est une pression, une charge mentale énorme. Je peux vous poser une question un peu intime. Votre mari, votre compagnon, comment l'autre, celui qui vit quand même ça aussi, vit ce désordre de vie en quelque sorte? Eh ben, il s'adapte. Et au-delà de s'adapter, il permet aussi de tirer en arrière en disant, de garder vivant. Prends un peu de recul. Là, tu es vraiment trop en train de partir dans trop. C'est trop pour nous, c'est trop pour toi. Donc c'est un garde-fou et c'est un rôle important aussi. Et je n'avais pas... finalement, on devient assez égoïste parce que je n'avais pas forcément mesuré l'impact que ça allait avoir aussi beaucoup sur lui et sur mon fils. Et je les remercie aujourd'hui, comme je les ai remerciés quand ils m'ont laissé le temps d'écrire. Voilà, la dédicace du livre, elle est à mes proches aussi. Et heureusement qu'ils sont là. Après, c'est pas forcément, je pense à d'autres personnes, ça peut être un frère, une sœur, des amis, mais ça a un impact. Et beaucoup de gens connaissent maman par ce que je publiais sur les réseaux sociaux et par le livre. Vous êtes une Instagrammeuse. Voilà. Et mais elle a un blog, votre maman. Oui, elle a sa propre page Instagram, qui s'appelle Tête de Meum. Voilà, c'était son, parce que tête de mule, tête de meum, elle avait un côté Bosch très têtu. Donc voilà, c'était le jeu de mots sur le tête de meum. Mais oui, ces accompagnants, pour revenir, les accompagnants d'accompagnants, c'est aussi une charge. C'est une chaîne complète. Mais en même temps, c'est une chaîne de solidarité formidable. Et moi, je sais que tous les témoignages de sympathie que j'ai reçus m'ont aidé pour deux choses. Personnellement, à me dire je ne suis pas seule et à recevoir cet amour. Parce qu'on donne beaucoup et c'est important de savoir recevoir. Je crois qu'on est encore plus en tant que femme, pas forcément habituée à recevoir beaucoup. Et en tant que orphelin, le fait de se dire qu'elle reste dans la mémoire de tant de personnes, c'est un cadeau merveilleux. C'est extrêmement précieux. C'est difficile d'être orpheline doublement en quelque sorte, parce que vous avez perdu la mémoire de votre mère avant et vous dedans, et après vous avez perdu votre mère. Et tout ça à un âge quand même où votre mère, elle avait quand même 92 ans. 91, oui, quand elle est décédée. Ouais. Donc ça veut dire que c'est pratiquement une grande partie de votre vie. Oui. Alors comme elle m'a eu assez tard, elle m'a eu à plus de 40 ans, et je mesure la chance qu'elle ait pu vivre si longtemps, parce que ça m'a permis finalement d'avoir une maman tard, à plein temps et très longtemps. J'aurais pu la voir partir beaucoup plus jeune, vu qu'elle m'avait eu relativement âgée. Et c'était marrant parce que c'était vraiment quelque chose. Elle me disait qu'est-ce que j'ai bien fait de t'avoir, alors que j'en parle dans le livre. Quand elle tombe enceinte, tout le monde lui dit il faut que tu te fasses avorter, ne garde pas cet enfant, etc. Donc c'est un livre plein d'humour aussi. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il est poétique, plein d'humour. En même temps, c'est un témoignage poignant. Il est poignant non pas parce que vous écrivez d'une façon vraiment très légère, entre guillemets, et drôle. Vous n'en faites pas un plaidoyer de tristesse. Mais en même temps, c'est terrible. Et justement, je voulais parler de cette période du confinement. Parce qu'on a oublié. Mais dans ce confinement, il y avait des gens qui n'avaient pas le temps d'attendre. Le temps perdu ne se rattrape plus, c'est dans la chanson. Et quand vous êtes repartis voir Rosie, votre sœur et vous, vous étiez heureuse de lui ouvrir cette journée et vous écrivez « Ce n'est pas toi sur le canapé, ce n'est plus toi. La réalité a pris ta place et nous défie d'un air narquois. Derrière elle, je vois pour la première fois ton regard terrorisé. Tu sais que cette chose va t'emporter. Même si tu prononces pudiquement, ma tête, ce n'est plus ça. Et j'ai beau te raconter
de vouloir inscrire ta mémoire pour moi, pour ta famille, écrire, figer le présent. L'horreur, c'est toi seul qui l'affronte. Elle a affronté l'horreur, vous pensez? C'est ça aussi, c'est une zone blanche qui vous laisse à vous un grand point d'interrogation. C'est un grand point d'interrogation, d'autant qu'on a tellement peur de faire peur à l'autre Oui. qu'on évite le sujet. Oui. Je lui ai jamais demandé tu te rends compte, maman, que tu perds la Oui. mémoire? On ne pose pas de questions. Non, parce que... Et puis, elle avait aussi une personnalité à être dans l'évitement. C'est-à-dire que l'humour, c'est aussi une forme de défense. Bien sûr. Donc, elle a toujours pris les choses à la légère, comme si, en disant que rien n'était grave, ça ne pouvait pas être grave. Mais ça m'a toujours fait très peur, le fait de me dire, pourvu qu'elle ne se rende pas compte de tout ça, Oui. pourvu qu'elle ne se rende pas compte de ce qu'elle perd, de la déchéance. Alors en plus, elle a perdu de la mobilité. Enfin, Oui. la dernière année a été particulièrement difficile. Elle était en fauteuil roulant. Et oui, mon espoir, c'est qu'elle ne s'en soit pas trop rendue compte et qu'elle ait pu avoir encore des lueurs de bonheur dans cette période-là. Je reviens sur le confinement, non pas pour en Oui. faire un grand message, mais simplement, quand vous avez su que vous étiez confiné, ça se passe comment, se dire, je ne vais plus pouvoir la voir? Moi, j'ai été rebelle. Oui. J'ai signé des sorties, des autorisations Oui. de sortie, et je suis allée la voir malgré tout. On se tenait, on se voyait que à l'extérieur. Oui, oui. Comme elle avait un chien, elle avait le droit de sortir son chien. Et donc Comment s'appelle le chien? Dolly, la petite Oui. Dolly. C'était vraiment sa Et il est où, mascotte. le chien? Elle est chez ma nièce, Ah, de mes nièces qui, oui. voilà, l'esprit de famille C'est bien. s'étend aux animaux Oui. dans la famille. Et donc cette petite chienne, c'était notre, Mascotte. oui, et puis notre Alibi. passeport pour la Oui. liberté. Oui. Et je pense que toute cette éducation de maman m'a amenée à cet esprit rebelle de ça n'est pas possible que dans les mois, on ne sait pas combien de temps ça va durer, Bien que je ne sûr. puisse pas la voir. Donc Alors ma sœur a eu moins de chance que moi parce qu'elle n'était pas à Bien Paris, sûr. mais on s'arrangeait pour se voir par téléphone. Ouais. Au moins, hein, on se faisait des visios quasiment tous les 2-3 jours. Donc, mais j'imagine la douleur que ça a pu être pour toutes les personnes qui n'ont pas pu Oui. se voir. Et moi, j'avoue que je me suis rebellée, quoi. Oui. Et en même temps, en rendant bien sûr hommage à toutes ces personnes qui accompagnent, qui sont soignants, qui sont là pendant ce temps, est-ce que la présence de témoins, c'est-à-dire des gens qui viennent voir leurs parents, c'est une sauvegarde? Pour les malades, Oui. une sauvegarde de leur... C'est-à-dire qu'on fait plus attention à eux. Alors, l'établissement où elle était vraiment très bien, Oui, vraiment. oui. Et j'insiste. Moi aussi, j'insiste sur le fait que vraiment, on a mésestimé tout le travail que ces soignants ont fait. Ouais. Enfin. Et les problèmes ne viennent pas d'eux. Exact. En fait, dans l'établissement où elle était, il y avait plutôt suffisamment de moyens. Oui. C'est clair que ça a un coût, hein, et que la Bien retraite sûr. et la pension de réversion de mon Bien père sûr. et l'appartement qu'elle avait ont servi, la vente de son appartement ont servi à payer ça. Hein, Justement, on ne se rend pas compte qu'aussi le quota de la retraite est très important Ouais. dans un pays où les gens vieillissent. Oui, oui. Et ils ont besoin de bien terminer leur vie, pas, Ouais. pas sur un trottoir. Ouais. Voilà. Donc on a eu la chance d'avoir les moyens, qu'elle soit dans un établissement qui avait les moyens de mettre Oui. des personnes. Et là, je peux dire que bien sûr qu'il y a toujours des défauts, on peut toujours en C'est pas trouver, grave, il y a ça. toujours des exceptions, mais L'important, c'est qu'elle ait été bien traitée. l'humanité, Oui. dans le livre, je parle des anges gardiens, Oui, oui. et notamment d'une Marie, hein, Oui. elle s'appelle Marie-Florence en Exactement. réalité, mais bon, voilà, de Marie et de plusieurs Maries dans l'établissement que je remercie du fond du cœur et qui ont été vraiment d'un dévouement incroyable, au péril aussi de leur propre santé, y compris mentale, hein, parce qu'il y a une difficulté. J'ai revu il n'y a pas longtemps les 2 personnes qui s'occupaient le plus d'elle, et leur peine est à la hauteur de la mienne. Hein. Elles ont Bien perdu sûr. une proche, elles ont Oui. certes pas perdu une mère, mais elles ont perdu vraiment une proche. Donc Bien la sûr. peine, je pense pas qu'elle soit suffisamment accompagnée aussi, ou en tout cas qu'on reconnaisse cette peine de cœur d'avoir perdu quelqu'un dont elles se sont occupées pendant plusieurs années, quoi. Il y a une forme de filiation qui Ouais. s'installe. Vous avez aussi dans ce livre un passage qui m'a beaucoup touchée,
c'est quand vous dites que la personne a un prénom. Elle s'appelait Rosie. Après, elle devient la vieille. Après, elle devient l'Alzheimer. Donc, on perd encore plus. Et on la dépouille, même de son prénom. Ouais. C'est terrible tout ça. Oui, et là encore, il faut se rebeller. C'est-à-dire que pour moi, c'est essentiel de dire ça, je ne l'accepte pas. Il y a des choses qu'on est obligé d'accepter. Donc, il y en a tellement déjà qui, de toute façon, arrivent. La perte de liberté de se déplacer comme on veut, le temps qui passe. Donc, quand on peut ne pas, accepter certaines choses comme celle-ci, il faut se rebeller, quoi. Ouais. Et c'est une petite victoire que de sauver quelque chose. Oui, alors ça peut paraître dérisoire, mais c'est tellement important. Ouais. Il y a certainement des choses que vous n'avez pas écrites dans la mer d'à côté, pour épargner Rosie, non pas d'elle-même, mais du regard des autres. Et peut-être pour vous épargner aussi. Vous pouvez ne pas répondre à cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez, maintenant Rosie est partie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé écrire, que vous écrirez peut-être, ou vous pensez simplement comme ça? Vous ne pouvez pas répondre. J'ai volontairement évité la toute fin. Oui. C'est-à-dire que le livre s'arrête, elle est vivante. Oui. On est certes dans une vie diminuée, mais elle est toujours là. J'ai volontairement évité ça. Peut-être que j'écrirai sur cette toute fin et sur la culpabilité et comment on gère aussi derrière cette culpabilité. Donc, oui, je pense que je n'ai pas affronté ça clairement. Et on a beau dire qu'on accompagne l'autre jusqu'au bout, il y a un moment quand même où on lâche la main. Oui. Moi, j'ai lâché la main dans les derniers jours, mais je l'ai fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à digérer aujourd'hui. Et peut-être une alerte sur le fait que les accompagnants de toute forme de maladie ou de quoi que ce soit ont besoin, eux aussi, d'être pris en charge après. Même si ce n'est pas une prise en charge... même pendant. On est un peu livré à soi-même, ouais. Et on affronte quelque chose de terrible. Ouais. Il y a dans les maladies, dans tout ça, parce que bon, là on dit la maladie de l'oubli, mais bon, c'est Alzheimer, il faut dire les choses comme elles sont, c'est d'autres soucis aussi. Ouais, dans l'EHPAD, il y a une psy, donc c'est proposé en fait aux familles, il y a des rendez-vous qui sont proposés, on peut les appeler. Moi j'ai un côté un peu hérité de maman, d'y aller, de pas trop demander d'aide. Donc je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas hésiter, c'est idiot, par fierté, de ne pas demander ça. Et l'après, clairement, je suis très entourée, l'écriture me sert aussi à cette thérapie, mais il faut vraiment lever la main et dire, exprimer ses sentiments, dire la peine, dire... Je sais qu'au travail, par exemple, il y a encore quelques années, je n'aurais jamais osé faire ça. J'ai osé annoncer que j'avais perdu ma mère, j'ai osé annoncer que je prendrais du temps. En plus, les gens la connaissaient parce qu'ils connaissaient l'histoire du livre. Et il y a beaucoup moins cette séparation vie privée, vie professionnelle qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Mais j'ai osé dire que j'étais en grande peine et que je ne pourrais pas travailler dans les mêmes conditions et qu'il me faudrait du temps. Et j'ai été accompagnée aussi, d'une part par des personnes dont je n'aurais jamais pensé recevoir un message, un simple message de soutien, je pense à toi, toutes mes condoléances, des choses vraiment toutes simples mais qui aident à avancer. Et dans mon management, enfin les gens qui travaillent dans mon entreprise et qui m'ont aidé à passer ce cap-là aussi, en me disant prends ton temps. On est là, on gère pendant que tu n'es pas là, prends ton temps. C'est beau cette solidarité. Oui, et c'est important parce que je pense qu'il faut vraiment le souligner. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles ça se fait aujourd'hui, où on affiche ça. Donc voilà, c'est l'être humain reste un être humain dans cette entreprise, dans ces entreprises. Ouais. Voilà. Je vous remercie énormément d'avoir accepté de me recevoir, d'accepter d'être dans cette escale de Jeanne. C'est grâce à Anne-Laure Buffet que j'ai lu votre livre. C'est elle qui m'a très discrètement parlé de vous. J'ai lu, je me suis émue. Et Rosie est éternelle, elle est fantasque, pour toujours. Et c'est la première, je crois, dans cette escale, à sauter dans le bateau. Parce que Rosie, elle, ne craint plus les absences et les départs.
Et avec vous, Taël, comme une envie de fredonner, non pas tristement, mais d'une façon comme ça, un peu nostalgique, si maman-ci. Parce que bien sûr, votre vie, vous l'avez reprise en main. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Elle m'a offert une deuxième naissance parce que mon premier livre édité, c'était La mer à côté, et c'était son histoire. Oui. Donc je pense que le plus bel hommage que je puisse lui rendre, c'est de continuer à écrire. Oui. C'est ce à quoi je m'attelle depuis quelques semaines, à reprendre l'écriture et sur d'autres sujets, hein, mais à reprendre ce chemin-là de la littérature. En tout cas, j'aimerais que vous montriez vous-même votre livre, votre étendard, voilà, parce que c'est un très très beau livre, plein d'humour, vraiment plein d'humour. J'ai beaucoup ri. Avant de terminer, je voudrais qu'on raconte l'histoire de Fillon, quand elle vous a dit que votre tante aimait Fillon, voilà. Oui. Et... Aux élections présidentielles, la jeune sœur de maman, qui avait quelques années de moins, donc elles avaient toutes les deux 80 ans bien trempés, disaient qu'elles allaient voter Fillon parce qu'il avait de très beaux cheveux. Bah, écoutez, voilà, à quoi ça sert les cheveux? C'est en soi un programme électoral. Un grand merci. Merci à vous. Vous avez été d'une grande pudeur et en même temps on a senti toute l'émotion. Merci beaucoup. Et c'est un très très beau livre. Chez Anne Carrière. Voilà. Un grand merci. Merci infiniment. Et nous finirons donc, comme à l'habitude, avec le générique de Anna Waro. Et merci Anne-Laure. Voilà. Merci Anne-Laure. À bientôt.